Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culture du mois de septembre 2022. J'ai eu pas mal de lectures ce mois-ci. Je vais essayer de parler de la majorité dans cette vidéo, mais si je n'ai pas le temps, elle sera en deux parties, comme c'est déjà le cas pour des mois précédents. Je commence avec les films. J'ai vu des films. J'ai redécouvert des films, j'en ai re-regardé, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais je n'ai pas eu de réelle découverte, de réel coup de cœur, si ce n'est quelques-uns dont je vous parle tout de suite. J'ai vu pour la première fois La mariée était en noir de Truffaut, qui est l'un des seuls que je n'avais pas encore vu. Comment vous dire? C'était en noir et blanc. C'était une enquête. Voir Truffaut filmer ce type d'intrigue, c'est très différent de son cinéma très naturaliste, comme la série d'Antoine Doilel. Mais je trouve qu'il réussit à faire tout ce qui fait son cinéma, tout ce qu'il est et tout ce qu'il insuffle aussi. C'est plein de tiraillements encore, c'est une histoire de femme, c'est une histoire de mœurs et Truffaut c'est l'un des meilleurs pour parler de ce genre d'éléments, que ça soit dans la photo, que ça soit dans la vision des personnages, ce qu'il nous donne dans cette France qu'on voit, ça m'a plu. Le deuxième film que j'ai beaucoup retenu, qui était au cinéma, dont on a énormément entendu parler, avec Virginie Efira, il s'agit de Revoir Paris. J'avais un peu peur de la description qui allait être faite des attentats, parce que Revoir Paris, c'est la vie des personnes qui ont vécu le drame du Bataclan de l'intérieur, à une terrasse de café, à l'intérieur du Bataclan. On voit depuis l'attaque, depuis un café qui a été pris d'assaut, et on voit Virginie Efira qui essaie de se sortir de ce blackout dont elle est victime. Son cerveau a fait un arrêt total, il a totalement évincé ce qui s'était passé parce que c'était trop dur à supporter, et elle va essayer de retisser toutes les traces, tous les fils qui lui manquent pour se rappeler ce qui s'est passé ce soir-là, qui elle a pu rencontrer, comment sa vie était, comment ça change son quotidien aussi, ce traumatisme insidieux qui est en elle. C'est un film qui est beau dans ses images, c'est un film qui est important, c'est un film qui est dur, qui est sensible. C'est une très bonne œuvre que j'ai été hyper contente de voir. J'ai été hyper contente de retourner en salle, j'ai été hyper contente de retrouver la salle avec ce film. Et je peux que vous inciter à aller le voir ou à le voir tout court si vous en avez l'opportunité. J'ai hâte de revivre sur Paris. Dès que c'est le cas, j'ai hâte de retourner au cinéma souvent parce qu'il y a de très bonnes sorties. Donc voilà, Revoir Paris, un brio que je ne peux que vous encourager à voir. Et sinon, le dernier film dont je vais vous parler pour ce mois-ci, il s'agit de Carrie au bal du diable de Brian De Palma. C'est un film que je dois voir depuis très longtemps. J'ai adoré Phantom of the Paradise de Palma, c'est un de mes films préférés. Et il a vraiment une patte très particulière de Palma. Là, on reprend l'histoire qui a été créée par Stephen King et il l'adapte en film avec un côté cinéma horrifique. C'est pas du cinéma d'horreur, mais il y a quelque chose d'un peu trash dedans qui me plaît énormément chez De Palma alors que c'est pas du tout le type de cinéma que je regarde. J'ai adoré Blowout, j'ai adoré Phantom of the Paradise, comme je l'ai dit. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui ressort de son cinéma, qui lui est personnel, qu'on reconnaît tout de suite. Et dans Carrie au bal du diable, il y a ce côté teenage movie, adapté à la sauce horreur un peu dégueulasse, film d'Halloween, avec une qualité cinématographique qui est évidente, qu'il est impossible d'enlever en fait, même si on n'aime pas spécialement ce qu'il représente. C'est là que le film est assez génial, j'ai vraiment adoré et là encore c'est un classique que je peux que vous encourager à voir. Je vous parle de la seule série que j'ai regardée parce que sinon je vais totalement oublier. Il s'agit de la deuxième saison de Only Murders in the Building avec Selena Gomez notamment. J'ai bien aimé cette seconde saison, mais ce n'était pas aussi bien que la première où j'ai découvert l'intrigue qui était dans la résidence, les personnages. Selena Gomez, elle a eu un glow-up assez incroyable. Cette série n'y échappe pas. C'est une série d'enquête autour
d'un podcast sur le true crime. Et c'est assez drôle, c'est assez humoristique, comique. Et si vous aimez bien ce type d'ambiance avec une enquête, je ne peux que vous inciter à la regarder. Ça fait passer le temps et c'est très sympa. Pour ce qui est de la télé, je parle jamais trop d'émissions, mais là, je ne pouvais qu'en parler. Augustin Trapenard est maintenant celui qui anime La Grande Librairie, qui est une émission que vous pouvez retrouver sur le site de France Télé, mais également tous les mercredis soirs. C'est mon petit rituel, même si je ne regarde pas d'autres émissions en règle générale. Je sais que le mercredi soir, c'est réservé à Augustin Trapenard et à ses invités. Il a commencé son émission avec des pentes, avec Lola Lafont. J'ai hâte de voir en vrai parce que vous pouvez assister aux émissions. Moi, j'avais déjà été sur le plateau d'une émission pour les cours et là, je pense qu'un soir, je me prendrai un temps pour aller voir l'enregistrement parce que je trouve que c'est une expérience vraiment chouette à faire. Et que, soit du temps passant, Augustin Trapenard est un petit peu mon égérie. Autre égérie dont je vais vous parler, il s'agit bien évidemment de Sonia Duvillers, qui est une journaliste qui traite l'actualité et les réseaux, les médias, qui en fait l'étude. Au-delà de ça, elle a écrit un ouvrage qui est paru à la rentrée, qui revient sur toute l'histoire de sa famille qui a été déportée. Elle a continué son émission dans le nouveau format de la matinale de France Inter. Je trouve qu'elle amène toujours des sujets extrêmement intéressants, extrêmement importants. Et ne serait-ce que pour son émission, je ne peux que vous encourager à écouter France Inter de 9h à 9h30 du lundi au vendredi. Sinon, l'autre instant qui a changé mes matinées de septembre, il s'agit de Totémique qui remplace Boomerang. C'est pas la même chose. Je sais pas si j'aime autant, je ne crois pas en fait, parce que ça n'insuffle pas l'intelligence du phrasé d'Augustin Trapenard, mais c'est assez plaisant aussi par les invités qu'il y a, par les présentations et par le inside qui peut être fait, qui ressemble un petit peu au Goût de M. Au niveau radio, j'ai écouté le Goût de M avec IBI. IBI, c'est des sœurs que j'adore et c'est des filles tellement cool, tellement sympas, et là, si vous les connaissez pas, eh bien, vous pouvez les découvrir, vous pouvez découvrir leurs influences, leur musique, leur vie en tant que sœurs, comment elles se sentent, qu'est-ce qu'elles aiment, leurs intérieurs, leurs influences musicales, cinématographiques et de mode de vie. Le Goût de M, c'est vraiment une émission que j'aime beaucoup parce qu'on découvre sous un autre prisme des célébrités qu'on peut regarder, qu'on peut écouter, qu'on peut lire. J'adore rentrer dans les vies des gens et dans celles des personnes que j'admire aussi. Et dernier podcast dont je vous parle, il s'agit de 3 voix en podcast, qui revient là encore sur les attentats du 13 novembre. C'est une série avec un avocat, une journaliste et une victime qui reviennent sur comment ils ont vécu les faits et comment ils ressentent le procès. Je l'ai pas terminé, mais je trouve que c'est poignant, que ça nous tient en haleine tout le long et ça peut être dur. Ça peut être avec certains triggers à certains moments. Elle est hyper importante cette série audio et France Inter fait vraiment des choses géniales. Dans tout ce qui est des podcasts, actuellement ils sont en train de se renouveler et je trouve que c'est assez brillant ce qu'ils ont fait avec cette série-là. Je vous parle aussi, parce que septembre a sonné, les journées du patrimoine. Je vous parle donc de Dijon Vue Par, qui est une exposition à Dijon. Il y avait 2 artistes, un pictural et l'autre était plutôt de photos, collage. C'était assez sombre comme univers, mais très très beau, avec des choses qui ramenaient au cauchemar aussi. Ça nous donne une nouvelle vue d'ensemble sur la ville. J'aime beaucoup les Dijon Vue Par que fait la ville, que fait la mairie. C'est gratuit, il faut juste aller dans les escaliers à côté de la mairie si vous êtes de Dijon et vous pouvez assister à ça assez régulièrement. J'ai aussi redécouvert un petit peu la mairie, le musée des Beaux-Arts et tout le quartier autour à Dijon. J'aime cette ville. J'ai été très contente de la quitter, je suis très contente de ne plus y vivre, mais j'aime bien la redécouvrir sous de nouveaux angles. Quel que soit l'endroit où vous vivez, c'est toujours plaisant de revoir sa ville différemment. Je vous laisse pour l'instant et je vous retrouve tout de suite pour vous, je pense. J'ai lu
en septembre le livre de Bell Hooks, All About Love, qui était un retour sur les relations humaines, sur les relations amoureuses entre femmes et hommes, et entre la manière qu'on a d'exister en tant que tel, la manière qu'on a de se représenter, dont on est représenté par sa famille, par ses amours, comment ça nous forge en tant qu'individu. J'ai trouvé que c'était un livre important, que c'était un essai qui n'était pas dépourvu de style, malgré le fait que ça soit un ouvrage théorique et non pas une fiction. Bell Hooks, c'était la première fois que je la lisais, ça n'a été qu'une réussite. Très heureuse de l'avoir trouvée et pour si peu cher, soit dit en passant. Je pense que si je la recroise, je reviendrai à elle parce que j'ai hâte de voir ce que j'ai encore à découvrir de sa plume. Ensuite, grâce à la bibliothèque municipale de chez mes parents, j'ai pu lire Un certain sourire de Françoise Sagan. Françoise Sagan, c'est une autrice que j'adorais quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, dans sa représentation de Paris. Peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet-là et à ma relation à Paris parce que c'est particulier aussi. Elle instiguait un idéal que je voulais rejoindre et dans Un certain sourire, on va voir cette atmosphère parisienne entre un homme et une femme, l'homme étant plus âgé et la jeune femme étant en fait une jeune étudiante qui entre à l'université, qui est promise à un jeune premier, qui n'est autre que le neveu de l'homme dont elle tombe amoureuse. Mais lors d'un été, pendant une idylle, elle va rester accrochée à cet homme qui va rester dans ses pensées lorsqu'elle reviendra à Paris. Elle va essayer de s'en éloigner tout en restant proche de lui par l'esprit et ils vont se retrouver. Ça va être un univers de passion, de différenciation entre les âges et ça cristallise aussi toute la problématique des différences d'âge dans une relation amoureuse. Donc je ne peux que vous enjoindre à lire cet ouvrage. Mais si vous voulez vous lancer dans du Françoise Sagan, bien sûr, Bonjour Tristesse, c'est quand même le premier livre qui me semble intéressant de lire. Ensuite, une amie de mes parents m'avait prêté un livre de Jean Covici et Blin qui est un graphique qui s'appelle Le Monde sans fin. Ça va revenir sur la crise climatique, sur l'anxiété climatique. C'est important, c'est intéressant, c'est très analytique, c'est très scientifique, mais je trouve que c'est un ouvrage qui est nécessaire, accessible à tous par les dessins, mais alors c'est scientifico-scientifique, c'est-à-dire que moi je me suis un peu perdue, malgré le fait qu'il faut quand même pas être très habile sur le sujet pour comprendre la bêtise du monde, la bêtise des gens, et à quel point les gens se sont forgés sur le repos de la richesse et sur le gain économique, mais pas sur le gain écologique. Et donc que ce qui est en train de nous arriver, ce dont on voit les prémices actuellement, ce n'est que le début et que c'est nous qui l'avons amené. Ce problème-ci qui pose quand même énormément de questions et qui, moi, me met dans une terreur incroyable. Je pense que c'est un ouvrage qu'il faut mettre entre toutes les mains malgré la difficulté de certains passages. Ensuite, j'ai lu grâce à l'un de mes meilleurs amis Comment parler des livres que l'on n'a pas lus de Pierre Bayard qu'il a eu en professeur, ce qui n'a pas été ma chance. Dans ce livre, dans cet essai, Pierre Bayard va revenir sur le fait de décider de lire ou non des ouvrages en fonction de la place que l'on se donne au centre de la littérature ou non. C'est-à-dire que quelqu'un qui est intéressé par la littérature va décider de ne pas lire certains ouvrages parce que il en a peur, parce qu'ils s'inscrivent dans un corpus précis que l'on n'a pas envie de dissoudre de ses représentations. Et j'en parlais notamment dans un vlog où j'ai également parlé de All About Love, mais dans ce livre, il y a deux endroits. Il y a le lecteur qui n'est pas intéressé par la littérature et à qui ça ne fait rien de ne pas lire tel ou tel ouvrage, et l'autre qui va décider par exemple de ne pas lire Dubliners de James Joyce ou Ulysses de James Joyce. Ce qui est par exemple mon cas. Je ne veux pas lire Ulysses parce que ça s'inscrit dans un corpus anglophone qui est compliqué, se perd dans des élucubrations. Personnellement, j'avais lu un extrait de Dubliners qui m'avait pas du tout plu. Je sais
ce à quoi je me soustrais, mais je sais aussi ce que j'ai envie de retrouver dans la littérature. Je ne veux pas en fait me frayer un chemin dans un corpus, me dissoudre de ce corpus d'un sens parce que je sais pas comment dire. En fait ça perd de sa superbe à partir du moment où on décide de lire, et le fait de ne pas lire justement ça peut garder toute cette image initiale que l'on a du corpus. Je sais pas si c'est clair. À vrai dire, c'est très verbeux comme ouvrage, mais c'est intelligible, intelligent, très sarcastique. Ça ne m'étonne pas qu'il me l'ait prêté. Du coup, ça me laisse aussi penser à tous les autres livres qu'il a pu étudier au fur et à mesure et ce que ça amène dans les conversations. Et c'est extrêmement intéressant aussi en fonction des personnes qui vous le prêtent. Je pense, si justement c'est un prêt de quelqu'un. J'ai lu Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le premier tome de Lemony Snicket, qui était un ouvrage que j'avais lu quand j'étais plus jeune. Ça m'a fait extrêmement du bien de relire cet ouvrage, c'est pour la jeunesse. Quel plaisir, quel doudou, quelle chaleur. En fait, si vous ne connaissez pas cette histoire, mais ça m'étonnerait, il s'agit de 3 orphelins, donc, comme l'indique le titre, qui perdent leurs parents au travers d'un incendie. Et ils sont confiés au comte Olaf, qui est soi-disant un parent éloigné, mais qui veut leur extorquer tout leur argent. Et ils vont s'échapper de ce problème, donc c'est le premier tome d'une série de 13 ouvrages, je crois. Ça m'a fait plaisir de repasser à travers cette histoire. Maintenant, j'ai pas lu la suite, et peut-être que je la lirai, mais c'était un emprunt en bibliothèque. Et étant donné que je suis de retour en région parisienne, c'est tout de suite plus compliqué pour emprunter des ouvrages chez mes parents. La série est en ligne sur Netflix si vous voulez. Et donc si vous ne connaissez pas l'histoire, ça fait toujours plaisir. En plus de ça, il s'agit d'une série avec Jim Carrey, donc c'est toujours pas mal. Ensuite, j'ai lu Les Deux Petites Bourgeoises que j'avais acheté en vide-grenier. Quelle beauté! Merci Colombe Schneck, premier livre de Colombe Schneck que j'ai lu, qui est paru chez Stock, qui me donnait envie depuis que je l'avais vu en librairie à sa sortie. En fait, on va créer le portrait de 2 femmes qui sont toutes deux dans un collège puis un lycée parisien. L'une est très bourgeoise, va dans les soirées de première pour rencontrer en fait d'autres personnes de son rang et de sa catégorie sociale, quant à une autre qui vient de province et qui est une petite bourgeoise, encore une fois. Et on va voir à l'intérieur de ce segment intrinsèque qu'est la bourgeoisie, les différences sociales et les échelles sociales qu'il y a entre ces 2 femmes qui sont amies, mais qui n'arriveront jamais au même point parce que l'une vient du 16e, a des parents qui ont une résidence sur la Côte d'Azur, et l'autre qui n'est pas dans ce cas-là. Et en fait, va y avoir une certaine intransigeance de l'une, intransigeance de l'autre, et celle qui est de province va toujours se sentir moindre par rapport à son amie. Je trouve que c'est intéressant et ça rejoint beaucoup le travail des Pinson Charlot dont j'avais parlé il y a quelques temps, que j'avais étudié en cours, que je trouve extrêmement intelligent. Il y a notamment BM Amott qui en a parlé sur sa chaîne il y a quelques temps, et il me semble que Margarito en avait parlé aussi. En tout cas, si elle ne l'a pas fait, je suis sûre que c'est quelque chose qui lui plairait. Les Deux Petites Bourgeoises, je trouve que c'est un ouvrage de fiction qui cristallise aussi énormément de problématiques et qui, à l'intérieur d'un segment intrinsèque, crée un questionnement sur une classe sociale qu'on n'a pas nécessairement, en tout cas que moi, j'ai pas nécessairement l'habitude de voir, malgré le fait que je sois retournée sur Paris dans une fac où il y a des personnes qui portent du balmain pour aller en cours. Et enfin, 2 petits ouvrages assez courts, assez simples, des graphes. Un autre livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, il s'agit de Paroles d'honneur. Là, on va revenir sur 2 parcours également, 2 histoires entre une femme qui a grandi au Maroc et Leila Slimani lors d'une dédicace de son premier livre. La femme qui vient du Maroc va lui faire tout son parcours, va lui relater toute son histoire, tout ce que ça a insufflé aussi dans sa vie en tant que femme, en tant que marocaine, au sein de ses relations amoureuses, notamment parce que la place des femmes et la place des hommes et de leurs relations au Maroc est quand même assez restreignante pour les femmes. On va le voir d'autant plus ici.
Je trouve que les dessins sont très beaux, très simples, mais que la simplicité fait énormément de bien. Je trouve que la plume de Leila Slimani à travers le dessin se ressent quand même. C'est une autrice que j'aime pas nécessairement pour certaines prises de position, notamment dans Femmes puissantes qu'elle avait fait avec Léa Salamé, mais je trouve que dans cet ouvrage, elle était assez bonne, qu'elle se prête beaucoup à la BD, que c'est simple pour le coup. Je trouve que ça se lit bien, ça se lit vite et ça amène plein de problématiques du féminisme. Et enfin, j'ai lu Chi, le tome 3, donc là on va encore suivre ce petit chat, c'est tout mignon, c'est tout doudou, ça se lit en 30 minutes et c'est un manga pour les enfants mais qui est quand même très plaisant. On voit tout le temps la même histoire mais c'est des câlins. C'est nous à côté d'un coin de cheminée. Sur ce, j'ai été relativement rapide et je me rends compte à la fin de ce plan que, à mon avis, la seconde partie n'était pas droite, mais j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que ce bilan culturel de septembre vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, je vous laisse aimer, commenter, venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Allez, ciao!